c'est économie de la fonctionnalité et de la coopération. Aurélien Pasquier, vous êtes tombé dedans il y a un certain temps parce que vous avez eu affaire à elle dans un certain contexte. Mais dans un premier temps, je vais vous demander de présenter un petit peu votre entreprise maintenant, qui a 17 ans, qui est une agence de communication globale. Vous êtes basé à Rennes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors bonjour à tous. Tout d'abord, j'ai beaucoup de gratitude pour le fait que vous soyez là à discuter de modèles économiques aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant. En plus, on a un parterre très diversifié avec même des très jeunes auditeurs qui changeront... C'est la petite fille d'Aline, mais qui supporte sa maman ardemment. Ah, d'accord. Et qui changeront sans doute le monde. Je suis très capté, impressionné pour avoir ce public-là. L'agence, c'est vrai, c'est une agence de communication globale. Vous en connaissez probablement plein à Rennes et ailleurs. On va travailler sur tous les objets de la communication avec une particularité, c'est de travailler la communication durable. Voilà. On va essayer de travailler de manière la plus pertinente, de cultiver au maximum la communication de la marque pour qu'elle produise de jolis fruits, que le retour sur investissement soit durable et pérenne, et ce pour longtemps. Vous avez combien de personnes dans votre équipe ? Aujourd'hui, nous sommes 10 dans l'agence, dont 2 coopérateurs, qui sont des statuts particuliers qu'on a mis en place. D'accord, on va expliquer tout cela. Dans votre parcours d'entrepreneur et dans le cadre justement de l'agence Everest, il y a 5 ans, il s'est passé quelque chose, une prise de conscience, un questionnement autour peut-être de votre modèle économique, de votre façon de fonctionner. Vous êtes peut-être arrivé à des limites. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans ? Quelles questions vous posiez ? Vous en étiez où ? Il y a 5 ans, c'est simple, je participais à une conférence avec le CJD, j'entendais parler de modèles économiques, j'entendais parler d'entreprises, d'industries qui polluaient, qui créaient de l'obsolescence programmée. Ouh, c'est pas bien. Et puis je me suis retourné le doigt vers moi et je me suis dit, mais finalement une agence de com, en termes d'obsolescence, on est un peu les champions quand même. Ça m'a fait tilt et la manière dont on m'a parlé et dont on m'a expliqué c'est quoi un modèle économique, ça m'a tout de suite fait réagir. J'ai eu 2-3 exemples qu'on m'a apportés. Et je me suis dit, mais finalement, un modèle économique, c'est pas simplement de changer, de passer, je vends un outil one shot à je passe en abonnement. Ça, c'est juste changer un modèle de revenu. Par contre, quand on change un modèle de revenu, ça change plein de choses, de pourquoi on le fait, comment on le fait. Et là, on change un modèle économique. Je me suis juste rendu compte qu'entre le sens de ce que je voulais faire dans mon métier, ce pourquoi je communique, parce que quelque part, moi j'ai un super pouvoir avec mon équipe, c'est qu'on influence. Mais on peut influencer pour plein de gens. Et j'avais plus du tout envie d'influencer pour juste développer l'obsolescence, pour qu'il y ait plus de produits, plus de choses qui soient vendues de plus en plus tout le temps, et que ça génère énormément de dégâts, soit sociaux, soit environnementaux. Et je me disais, mais ce super pouvoir qu'on a là, on peut peut-être le mettre à disposition d'autres structures. Donc cette conférence, c'est dans le cadre d'une rencontre qui avait lieu au CJD sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération ? Exactement, c'était au congrès de Lille et on avait l'exemple du cas Michelin. Du cas Michelin. Alors expliquez-nous justement. Parce que si ça vous a fait le tilt, ça peut faire tilt aussi à certains dans l'assistance. Alors, j'aurais juste besoin de savoir, mais juste à main levée, qui a déjà entendu parler d'économie de la fonctionnalité de la coopération de manière un peu poussée ? Pardon, j'ai mal posé la question. Qui a déjà entendu parler de l'économie de la fonctionnalité de la coopération ? Ok, on a quand même quelques représentants. Okay. Merci. Ça me permet de voir le niveau. Donc le cas Michelin, c'est simple, j'entends parler d'une entreprise qui veut vendre des pneus. Pour se déployer, il faut qu'elle vende de plus en plus de pneus. Si je veux innover, je peux imaginer quelque chose et je peux me dire, tiens, par exemple, je pourrais innover dans les pneus pour qu'ils soient un peu plus chers que les autres. Sauf que même si je fais ça, pour que mon entreprise se développe, il faut que je vende toujours plus de pneus. Or, pour vendre plus de pneus, je vais essayer de presser mes collaborateurs pour qu'ils augmentent la cadence. Ça va forcément générer
Pas mal de déchets. Qu'est-ce que j'en fais? Il y a toute une réflexion. Et on agit sur le volume finalement. Et sur ce la qualité, volume, et même si j'ai une rentabilité supérieure parce que je me mets sur une innovation produit, malgré tout, je suis quand même obligé de vendre toujours plus. C'est l'exemple des smartphones aussi. Les smartphones où il y a une nouvelle innovation et on voit qu'aujourd'hui, plus on va dans l'innovation produit, plus on va dans l'obsolescence programmée. Ça remet sacrément en cause cette question d'innovation dont on parle tout le temps, même ici au 360 possible. Innover, 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 innover sur quoi? Innover sur le produit, le service. En tout cas, si ça va tout le temps vers cette logique de volume, pour croître, il faut que je vende plus. Alors dans l'industrie, on le voit bien. Alors Michelin, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Plutôt que de vendre des pneus, et si je vendais pour les transporteurs des kilomètres parcourus? Alors là, je ne vous suis pas. Par exemple, pour un transporteur, je vais dire, j'équipe vos camions de pneus et je vais vous les vendre pour 100 000 km. Okay. Avant, pour me déployer, il fallait que je vende le plus de pneus possible, qu'ils s'usent pour que je puisse les revendre. Et là, si je vends du kilomètre parcouru, j'équipe les pneus. D'ailleurs, les pneus m'appartiennent toujours à moi, Michelin. Et je fais en sorte qu'ils soient vraiment, vraiment bons, parce que plus ils durent sur le camion, plus après 100 000 km, là, c'est ma marge qui augmente de manière exponentielle. Il n'y a pas de modèle économique qui augmente de manière exponentielle, à part celui-ci. Et là, du coup, moins je fabrique de pneus, plus l'entreprise devient rentable. C'est carrément un changement de braquet. Sauf que là, on est juste sur une logique d'usage. C'est l'économie de la fonctionnalité tout court. C'est le modèle Xerox. En revanche, on voit bien que quand on se met sur un modèle à l'usage, un peu en mode locatif, les gens ne font pas attention. Finalement, on n'est pas tellement attentif, vu qu'on n'en a plus la propriété. Oui. Allez, on y va, et de toute façon, Michelin viendra changer la roue s'il y a un problème. Et là, ils se sont dit, si on met en place des stages d'éco-conduite, alors ça change tout, parce que les personnes vont en plus être attentifs aux pneus, ils vont avoir moins d'accidents et ils vont économiser du carburant. Aujourd'hui, leur offre, elle est plus seulement sur la location de pneus, sur la vente au kilomètre parcouru, mais elle est sur cette question d'abonnement du pneu et en plus sur une réduction de primes d'assurance parce que les conducteurs sont plus sécurisants, donc on joue sur la sécurité routière, et sur la partie environnementale où il y a de l'économie de carburant. On change complètement de lunettes et complètement de logique, là. Mais oui, puisqu'on réduit les coûts. On va vers la réduction des coûts cachés pour en augmenter la valeur. On augmente l'immatériel, moins de matériel, et on augmente l'immatériel. C'est un changement de paradigme. On emploie souvent ce mot, mais en fait, on renverse complètement la pensée. Alors, la manière dont je le raconte, c'est simple. Enfin, on a l'impression que ça s'est passé de manière comme ça. Tiens, et si on décidait, Ça a mis 10 ans à se transformer tranquillement pour mettre en œuvre. Et c'est quelque chose qui devient très vertueux. Et là, pourquoi on équipe des pneus? C'est quoi la raison d'être de Michelin? La raison d'être. C'est bien que les véhicules roulent. C'est pas de vendre des pneus à tout prix, c'est de la mobilité. Et là, ils agissent pour la mobilité. Et ça a du sens sociétal, ça a du sens environnemental, ça prend une autre dimension. Ça fait tilt chez vous, à tel point que vous avez fait aussi un sacré paquet, vous avez décidé de reprendre des études, de vous engager de manière vraiment concrète, c'est-à-dire d'engager votre entreprise et vous de vous engager au sein de la structure qui vous a fait aussi découvrir et qui porte l'EFC, Imatera. Expliquez-nous, vous êtes venu accompagnateur, il y a eu beaucoup de bouleversements. Beaucoup de bouleversements. En fait, le jour où je rencontre Imatera et que j'entends ce modèle-là, dont il y a Sébastien qui est juste avec nous, je ne sais pas si tu veux lever la main, qui est ici. Bonjour et Sébastien, vous pourrez intervenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Qui sont des intervenants et des acteurs de cette société coopérative d'intérêt collectif et qui portent ce dispositif. Alors, qu'est-ce qui a changé? On m'a promis un modèle qui crée du sens entre ce pourquoi je travaille, enfin ce que je fais, et ce pourquoi je le fais. C'est pas le why de Simon Sinek, c'est le what for. Pourquoi, en 2 mots, pourquoi je fais ça? C'est quoi ma finalité à moi là? Et tout d'un coup, on me dit, tiens, il y a un modèle économique qui va peut-être, si tu commences à y réfléchir, créer du sens. Et à chaque fois que tu vas agir, chaque jour, ça aura du sens avec ce pourquoi tu le fais.
Et je n'aurais pas besoin de rajouter un bloc RSE d'un côté ou un bloc écologie de l'autre qui est un coût en fait dans les entreprises. Quand on met de la RSE, quand on met des points comme ça, on essaye d'être vertueux, mais c'est un coût pour l'entreprise. Et dès que ça va mal, paf, les trucs ils sautent. Là, c'est le modèle économique. C'est parce qu'on met en place ce côté sociétal et environnemental qu'on génère de la valeur et en plus de la valeur monétaire. Alors quand on m'a dit ça, moi j'ai dit, moi je veux faire aussi. Je suis à Rennes, donc je veux participer à un dispositif qui va permettre de transformer mon entreprise. Je regarde dans l'annuaire et il n'y a personne. Et il n'y a personne en Bretagne. En Bretagne. Et donc là, je rencontre le directeur scientifique d'Imatera, Christophe Sampels, qui me dit, écoute, je trouve ça très intéressant, mais je vois que tu as déjà beaucoup avancé sur la question. Je ne vais pas t'accompagner toi en tant qu'entreprise. Je vais te former. Et en plus, pendant la formation, on va faire en sorte que... Donc, j'ai repris des études d'économie avec 2 structures différentes pendant 3 ans. Je me suis reformé à c'est quoi un modèle économique, c'est quoi les anciens modèles économiques. Et du coup, j'étais plus à l'aise pour dire c'est quoi les nouveaux modèles économiques. Et bon, j'ai une facilité, moi, c'est après de les mettre en action, en œuvre directement. Je ne suis pas un chercheur dans l'âme, moi, je suis un faiseur, un rêveur et un faiseur. Et lui, c'est un chercheur. Donc ça tombe bien, on faisait un très très bon binôme. Trinôme aujourd'hui avec Sébastien et avec Caroline, en Bretagne. Parce que grâce à vous, du coup, une antenne est ouverte en Bretagne et la première promo est Exactement. en cours. C'est la petite on parenthèse. A mis en place une première promo parce que partir tout seul pour changer le monde... C'est bien, mais à un moment, il faut être un peu soutenu. Ouais, je sais même pas, en fait. Faire un truc tout seul, moi, ça me... ça y est, mon aventure entrepreneuriale de réussir à faire une entreprise, je sais faire ça. Maintenant, c'est plus ça, mon enjeu. C'est comment, collectivement, je crée une communauté vertueuse. Et ça me fait kiffer pour aller plus loin. La première promo, elle est lancée, elle vient de finir son prototypage et on passe à la mise en œuvre. On va expliquer tout ça. Dans toute cette aventure qu'on va expliquer, vous avez été confronté à vos peurs, c'est la thématique de ces 360. À un moment, on se dit pas on est barjot, on y va, mais on embarque quand même toute l'équipe. Et puis la spécificité de ce dispositif, ce concept, c'est qu'on ne sait pas trop où on va. On va l'expliquer. Vous avez eu peur concrètement? Qu'est-ce que vous vous êtes posé comme question? Non, moi je suis un entrepreneur, donc j'ai peur de rien. Et mes collaborateurs, peut-être qu'ils n'ont pas vu ça du même œil. J'ai la trouille tout le temps. J'ai plein de peurs, je fais rien de manière téméraire. Je fonctionne par perte acceptable. Je peux prendre des risques, mais je ne vais pas n'importe où. Oui, plein de peurs. La première, qui était une peur qui est propre à mon ego, c'est de passer pour un hacker ou un pionnier. Parfois, ça rend fier, mais parfois, c'est casse-couille pour les gens avec qui on est tout le temps, d'essayer de changer les choses, etc. Donc, être différent... Parce que c'est intrinsèque un petit peu à qui vous êtes, c'est que tout le temps, vous essayez de... Ouais, d'aller changer les choses. Mais voilà, il y avait cette posture-là qui n'est pas simple. Surtout que l'idée pour embarquer, c'est de dire que il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dangereux. La deuxième peur, c'est que ça ne marche pas et que potentiellement, ça plante ma boîte. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller là-dedans, mais comment je contractualise? Qu'est-ce que je facture à la fin? Est-ce que je vais gagner de l'argent avec ça? Donc, est-ce qu'on y va? Est-ce que je vais réussir à embarquer les collaborateurs, l'équipe? Et surtout, est-ce que ça va intéresser des clients ou des bénéficiaires? Parce qu'il y a des gens que ça va intéresser, mon idée. Donc tout de suite, vous avez dit à votre équipe que vous étiez en réflexion, vous aviez découvert un concept dans lequel vous voudriez allier. C'était important de leur parler? Alors c'était important de leur parler, d'autant qu'ils étaient au courant dès le début. On a un fonctionnement d'équipe assez transversal. Ils sont intégrés dans tous les choix, dans toutes les décisions et dans toute la répartition des richesses. Et donc ils avaient intérêt à réfléchir à ça. Comme beaucoup d'entreprises, on voit notre métier changer. On n'est pas au bord du gouffre, mais on est bien obligé de se dire OK, on n'est pas en pleine croissance à fond. Là, les agences de com, c'est pas mal d'industries, pas mal d'entreprises de services. Voilà, on est sur le haut de la pente là. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, c'était il y a 30 ans quand on en parlait il y a 20 ans. Demain, c'est il y a 8 ans quand on en parle maintenant. Plus on avance, plus le temps se contracte et se raccourcit dans la capacité et la rapidité de changement.
ils avaient entendu ça, je les implique régulièrement dans les réflexions et dans la veille, et donc ils étaient déjà partie prenante. Je crois que c'est pas rien, si on a changé rapidement, je crois que ça fait partie un peu de la recette quand même, parce que quand je vois les entrepreneurs qu'on accompagne, s'il n'y a que l'entrepreneur qui va devant tout seul, il est déconnecté. Il part devant, il voit tout le prototypage, il voit plein de choses, il rêve, il pense à une nouvelle contractualisation, c'est génial, et après il revient, et il est obligé de revenir chercher ses équipes. C'est l'effet Z, hein. On y va. Donc ça dure 1 an. Et après, on est obligé de revenir en arrière, chercher les équipes et de repartir avec tout le monde. Avec, vous savez, dans le changement, il y a d'abord il y a le déni, il y a le refus. Et puis bon, avant de changer et avant d'avoir envie d'avancer, il y a quand même plusieurs étapes. L'idée, c'est peut-être d'aller plus lentement, mais de faire avec eux. Et finalement, ils sont, dès le début, embarqués dans cette question-là. Et surtout, il n'y a pas que les collaborateurs. L'idée, c'est de créer une offre qui n'est pas pour nous faire plaisir. C'est que cette offre elle corresponde à une attente. Alors, on va justement dérouler le fil. Si vous deviez là expliquer en des mots très très simples, qu'est-ce que l'EFC ? Donc l'EFC, économie de la fonctionnalité et de la coopération, basée sur l'efficience économique. La logique, c'est quand même d'être efficient. Efficient, c'est optimiser les ressources. Je crois que l'exemple de Michelin était déjà une explication. Comment, plutôt que de vendre le produit, je vends ce à quoi il sert. Plutôt que de vendre le service, parce que je ne sais pas si dans la salle vous êtes plutôt industrie, santé, service, où est-ce que vous en êtes. En tout cas, que ce soit le produit ou le service, et dans le service, souvent on vend des heures. Est-ce que je vends du volume ou est-ce que j'en vends l'usage ? Et on essaye de ne pas se tromper, on essaye de ne pas mentir. Et pour ne pas mentir, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est marqué sur la facture ? C'est tout le temps une question que je pose. Si je vends par exemple, je vends du confort thermique. Si je regarde la facture et qu'en fait, je vends des fenêtres, bah non, je ne vends pas du confort thermique, je vends des fenêtres. Si je veux m'attaquer à vendre du confort thermique, alors il faut que je m'attaque à l'isolation, à la pose, à l'usage. Aujourd'hui, il y a un dirigeant dans le nord de la France qui a suivi le dispositif et qui garantit 21 degrés. Il garantit le confort thermique. Et il s'intéresse à tout l'ensemble. Et si vous voulez 22 degrés, c'est plus cher. C'est plus cher pourquoi ? Parce que l'homme n'a pas besoin de 22 degrés. Donc ça a plus d'impact sur la planète. Et donc, vous contribuez différemment. L'EFC, on vend l'usage plutôt que le service ou le produit. Et on va être attentif à la partie... donc, j'ai une petite boussole avec le nord, le sud, l'est et l'ouest, en quelque sorte. Au nord, j'ai cette question de l'usage. Au sud, j'ai l'efficience environnementale. C'est-à-dire, en quoi est-ce que ce que je vais faire est efficient pour l'environnement ? Je vais essayer de le préserver, voire même aujourd'hui, il faut aller un peu plus vite et un peu plus loin que ça, c'est même le régénérer. Est-ce que mon modèle va être en capacité de régénérer une partie environnementale ? À l'Est, je vais avoir l'efficience sociale. En quoi est-ce que je participe au bien-être des collaborateurs et des différentes parties prenantes ? En tout cas, au bien-être, je ne vais pas m'engager là-dessus, mais au mieux-être. En quoi est-ce que j'essaye de travailler sur cette satisfaction partagée socialement. Et puis à l'ouest, je vais avoir l'efficience monétaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de captation déraisonnable de la valeur par un membre de la chaîne de valeur. Je ne sais pas, dans des industries, il y a le constructeur, le revendeur, l'installateur, la maintenance, et puis tout d'un coup, dans la chaîne de valeur, à un moment, il y en a un, il absorbe tout le tarif. C'est le problème aujourd'hui d'Uber, d'Airbnb, etc. Uber, en moins de 3 ans, ils avaient déjà une grève. Mais oui, parce que le modèle, il est assez sympa, assez novateur, et pourtant, socialement, ça ne l'est pas du tout. Donc c'est bien, c'est un nouveau modèle économique, mais qui n'est pas encore abouti. En tout cas, ça fait bouger les choses. Donc, une logique d'usage, l'efficience monétaire, l'efficience sociale et l'efficience environnementale. Ça sous-entend de travailler autrement au sein même de son entreprise, mais de créer et de travailler avec un écosystème, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour et qui permettent aussi ce service-là ?
Est-ce qu'il y a d'autres Exactement. acteurs qui rentrent dans la danse C'est complètement ça, c'est économie de la fonctionnalité, ça c'est pour la question de l'usage, d'usage et de la coopération, ensemble? ensemble. La coopération, c'est pas la collaboration. La collaboration, on est en mode projet. On travaille en collaboration. La coopération, c'est le entre. Comment on s'ajuste? Comment on ne vient pas piller les ressources de l'autre à côté? Comment est-ce qu'on essaye d'avancer tous ensemble? Est-ce que vous auriez un exemple, je ne sais pas, peut-être dans l'agriculture par exemple? Ou non, je dis pas, ou je sais pas. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Dans l'agriculture, oui, on pourrait. Alors, dans notre groupe aujourd'hui, il y en a un, par exemple, qui passera demain à 14 h, alors qu'il y a plutôt dans l'agroalimentaire, Nicolas Lefebvre, Cochon des Prés, basé à Dinan et qui est dans la charcuterie et qui fabrique de l'andouille, notamment. Je vous fais un super teasing. D'après vous, c'est quoi la performance d'usage d'une andouille? Non, vous verrez demain. Si vous avez l'occasion de participer dans l'agroalimentaire, le FC, ce que ça donne, c'est extraordinaire. Je vais vous prendre un autre exemple dont je peux parler. Biodiversity, qui est venu une fois au 360 possible. Il y a 2 ans. C'est des abeilles. Donc, on installe des ruches. Une ruche rapporte 400 € de miel par ruche et par an. À quoi ça sert, une ruche? Fabriquer du miel notamment, mais pas que ça finalement. Biodiversity, qui a comme enjeu de réfléchir sur l'impact environnemental, s'est dit, tiens, on pourrait les louer, ces ruches. Donc là, ils ont changé le modèle économique, ils vendaient plus des pots de miel, mais ils louaient des ruches pour réfléchir sur en quoi ça peut impacter et faire réfléchir sur l'environnement. Qu'est-ce que je peux améliorer? Alors, ils ont eu 2 problèmes. C'est qu'ils se sont rendus compte que les ruches qu'ils installaient, par exemple, sur le toit des entreprises, attaquaient les abeilles du coin. Bon, ils se sont dit, notre modèle, il n'est pas que vertueux, on pourrait peut-être aller plus loin. On va réfléchir, finalement, à quoi ça sert une ruche? C'est un coffre à quoi? Eh bien, une ruche, c'est un coffre à pollen. Et les abeilles, c'est des super drones qui vont récupérer un certain nombre d'informations à 700 mètres autour de la ruche. J'ai une ruche, et 700 mètres autour de la ruche, j'ai des milliers de drones qui vont récupérer énormément d'informations. À partir du moment où ils ont analysé la puissance de l'immatériel qui tenait à travers ça, donc c'est un processus de réflexion, c'est quand je fais ça, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte? Donc on passe beaucoup de temps à réfléchir, qu'est-ce que j'ai à ma disposition que je ne vends pas aujourd'hui? Quel est l'impact positif que j'ai que je ne vends pas? Ça porte un nom spécifique, ça s'appelle les externalités. Négatives, certaines quand ça pollue, positives de l'autre quand j'analyse le pollen. Et ils se sont dit, ok, à partir de ce pollen-là, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Si j'ai tous ces drones qui analysent, je mets une ruche ici, une ruche là, une ruche là, une ruche là, et par triangulation, si je mixe les informations, je suis capable de dire très précisément la qualité du sol partout sur le territoire. Et là, on dépasse complètement le... Et bien là, ils sont allés voir les sociétés qui vendent de l'eau. Alors, c'est en Belgique. Ça s'appelle la SPA, là-bas. C'est avec nous. C'est notre Evian, notre Volvic. Et ils ont des zones de captage. Ces grandes zones-là, complètement libres, sur lesquelles ils ont beaucoup d'enjeux de recherche et où l'écologie doit être parfaite. Tous les 2 ans, ils envoient des blouses blanches pour aller faire des ponctions imprécises. Aujourd'hui, ils ont des milliers de drones qui travaillent tous les jours pour très précisément analyser ce système-là. Aujourd'hui, chaque ruche rapporte 4 000 € par an qu'ils réinvestissent dans leur objectif et dans leur raison d'être, qui est vraiment l'outil bankable de cette histoire-là, qui est faire prendre conscience des impacts et réduire les impacts environnementaux. On peut y arriver tout seul, mais c'est compliqué. Donc, accompagnement proposé par notamment Imatera, qui est, je ne sais pas si c'est le seul organisme qui propose un accompagnement de ce style pour le FC. Alors, avec des recherches EFC, oui, aujourd'hui, en Bretagne, il n'y a que Imatera qui travaille sur ce sujet-là, avec la partie mise en œuvre, pas seulement la partie recherche. Avec un dispositif mis en place avec la région Bretagne et avec l'ADEME. En tant qu'entrepreneur, je suis allé voir la région. Donc avec Sébastien, nous sommes allés voir la région. L'ADEME, qui a tout de suite valorisé ce dispositif en disant « oui, ça fait partie de nos enjeux pour demain ». Bien sûr. Les enjeux de territoire sont énormes par rapport à... L'économie circulaire en Bretagne est déjà bien ancrée. Il y a ça. Sauf que l'économie circulaire, on est toujours dans une logique de volume. On la réduit parce qu'on met en circularité,
Mais on reste dans cette logique-là. Avec l'économie de la fonctionnalité, on passe à un stade au-dessus. On va pouvoir aller beaucoup plus loin et on a été soutenus sur ce sujet et qui permet effectivement d'aller beaucoup plus précisément. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être aidé? Parce que quand on est dans sa boîte, on utilise tout le temps les mêmes mots. Et en fait, on est fermé dans son environnement à cause des mots qu'on utilise. Il y a un moment particulier dans le prototypage, c'est cette première phase d'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est déjà de comprendre ce que c'est un modèle économique, voilà. C'est de comprendre c'est quoi mon modèle économique actuel. On va juste reprendre, je suis une entreprise, je viens vous voir, ouais. J'existe depuis 3 ans, 4 ans, ça roule bien, j'aimerais énormément basculer sur ce modèle que propose l'EFC, je ne sais pas par quel bout le prendre. Déjà, est-ce que je suis éligible? À quelles conditions je peux adhérer et venir suivre ce dispositif? Combien de temps ça va me prendre? Et à la sortie, qu'est-ce que vous me garantissez? Toutes les entreprises sont éligibles. On n'a pas trouvé d'entreprise où « Ah ouais, mais c'est facile pour les abeilles, on voit comment ça marche. Ah oui, c'est facile pour les pneus, on voit comment ça marche. » Mais en fait, toutes les entreprises peuvent aller dans cette logique-là. Parce qu'on ne duplique rien. On crée avec l'entreprise? Voilà, on ne crée pas un modèle économique. En fait, l'EFC, c'est un métamodèle qui permet de créer une boîte, un modèle, sur une logique d'usage. On brode, on tricote. On tricote. Ce qui fait qu'en fait, on peut même travailler avec ce qu'on appelait ses concurrents autrefois, qui vont faire partie de la coopération, de la communauté et de l'écosystème. Toutes les entreprises, ils sont invités. Ça dure combien de temps? On a 1 an de prototypage, donc, 1 an de mise en œuvre. 1 an de théorie, c'est ça? Non, enfin, 1 an sur des modules sur la première année où on se pose les questions. Apprendre et être mis en action pour créer et prototyper une offre. Je crée mon nouveau modèle éco. La théorie, parce qu'on va directement intégrer ses collaborateurs et on va directement intégrer les clients et les parties prenantes qui veulent déjà venir. On ne pourra rien faire ni sans les collaborateurs, s'il y en a, de toute façon, on ne pourra rien faire sans les clients, puisque c'est pour eux qu'on met en place, enfin, c'est ensemble qu'on met en place quelque chose. D'ailleurs, ça va être les premiers pionniers de l'offre. Et les premiers qui prennent vos offres comme ça, mais ça devient les prescripteurs. Et en fait, ils ne sont pas clients, on les appelle les bénéficiaires, parce qu'ils bénéficient de quelque chose. Ils sont augmentés de l'offre que vous leur proposez. Et donc, même quand on est dans les phases d'ajustement au démarrage, pour eux, ce n'est pas un problème, parce qu'ils sont déjà impliqués dans le sujet. Donc, toutes les boîtes. Et une fois qu'on a fini l'offre et qu'on a testé avec 1 ou 2 personnes, on passe dans la phase de mise en œuvre, parce que là, on va devoir avancer sur des principes d'action comme n'importe quel projet d'entreprise quand on a innové sur quelque chose. Et là, peut-être qu'il va falloir faire de la R&D, peut-être qu'il va falloir chercher, peut-être qu'il va falloir mettre en action un certain nombre de points. Et là, il y a un suivi qui permet de ne pas tomber dans une logique de en fait, on va innover sur un petit truc plus simple, un peu différent. Ça peut être, je pense, assez compliqué quand même. Enfin, tout seul, on se dit, on doit se poser pas mal de questions en disant où je vais, est-ce que je le fais bien, et surtout, il faut que j'enlève ces lunettes-là pour en mettre d'autres et apprendre ces nouveaux mots, apprendre ces nouvelles notions. Parler d'efficience, parler de cercle vertueux, ça prend un certain temps? Il y en a certains qui arrivent dans le dispositif, ils sont déjà câblés comme ça. Aujourd'hui, les pionniers sont plutôt des leaders qui arrivent avec cette posture-là. Et en fait, je crois qu'il y en a beaucoup. Finalement, je me demande qui n'a pas envie de travailler avec du sens dans son entreprise. Par contre, ça remet en cause pas mal d'organisation dans la structure. Alors nous, on ne va pas prôner forcément le changement de gouvernance. On ne va pas prôner des théories ici ou là sur le changement. Par contre, la coopération, le fait de s'intéresser à l'autre et de comprendre ses contraintes, va modifier la relation à ses collaborateurs. Même s'il y a des niveaux hiérarchiques, ce n'est pas grave. On ne va pas dire qu'il faut absolument être entreprise libérée pour y aller, ce n'est pas vrai. Tout le monde va pouvoir fonctionner. Mais il y a un moment, on comprend, au moment de la raison d'être, ce changement de posture et on enlève ses lunettes. Voilà, c'est vous qui le disiez, on enlève ses lunettes et on en prend d'autres. Et là, tout devient assez coloré en fait dans la vie.
juste maintenant, parce qu'on va passer aux questions, votre entreprise, elle a pris son virage, elle a trouvé sa raison d'être. Et est-ce que l'offre que vous proposez, elle vous sied bien? Elle a du sens? Eh ben, en 3 ans, on a mis l'offre en place il y a 3 ans. On a commencé à mettre l'offre en place il y a 3 ans parce que c'est quelque chose qui se développe au fil du temps et on est très loin d'avoir finalisé le projet. Il est en R&D continu. Aujourd'hui, c'est plus de 50% de notre chiffre d'affaires. On ne voudrait faire que ça. L'ensemble de l'équipe est impliqué sur le sujet, y contribue, cherche, s'investit pour savoir comment est-ce qu'on peut faire mieux, puisqu'on travaille sur l'efficience. Donc comment on fait mieux en faisant moins? On est sur la frugalité. Et finalement, on l'oriente sous forme d'un jeu. Et finalement, travailler quand on joue en même temps, parce qu'on a tous un peu cette âme d'enfant là, de vouloir jouer, mais de le faire de manière très pro, très geek, exigeant, et en même temps, on le fait en partie en s'amusant. C'est quand même sacrément agréable. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. J'aimerais juste qu'on ait un petit peu de temps pour échanger. Je vous demande de l'applaudir pour cette intervention.